Bonjour, bienvenue dans ce magnifique lieu du Parlement de Bretagne pour un concert avec le clarinettiste Pierre Génisson et la pianiste Dana Ciocarli. Un concert qui va être une sorte de voyage musical. Voyage musical qui va démarrer de Paris et qui va nous amener jusqu'à Bucarest, loin à l'est, et qui va être jalonné de différentes musiques, de compositeurs qui, d'un pays à l'autre, vont finalement illustrer leur pays en musique. On sait que les compositeurs ont eu tendance à utiliser des musiques traditionnelles de leur pays. Ça a été valable à une époque, pas toujours, plutôt plus près de nous, c'est-à-dire à partir essentiellement de la fin du 19e et du 20e siècle, et qui vont donner une couleur assez caractéristique aux musiques qu'ils vont composer. On va commencer par le départ de ce voyage à Paris avec un compositeur français, parisien, Claude Debussy. Claude Debussy qui écrit une rhapsodie pour clarinette et orchestre ou piano, il l'a composé également pour le piano. Et on va tout de suite retrouver dans la musique de Debussy ces accents français. Debussy a fait partie de ces compositeurs qui, au tournant du XXe siècle, ont voulu justement redonner leur lettre de noblesse aux mélodies françaises. On va avoir cette caractéristique propre un peu à la langue française également, qui est une langue qui n'a pas d'accent tonique. Eh bien, dans les mélodies françaises, on a un peu cette douceur qu'on trouve dans les mélodies de Debussy, les mélodies de Ravel, et qu'on trouvait déjà avant dans les mélodies de la musique traditionnelle française. Debussy commence sa rhapsodie par une très belle mélodie à la clarinette, avec un accompagnement un peu vaporeux du piano, et mélodie caractéristique française. Voilà une mélodie assez simple qui pourrait rappeler des berceuses qu'on a entendues. Debussy, c'est Paris, c'est l'exaltation de la vie parisienne du début du XXe siècle. Quelqu'un qui a beaucoup fréquenté Montmartre, le Montmartre des peintres, le Montmartre de Satie, le Montmartre de cette vie parisienne où on savait s'amuser, où on aimait la légèreté, et qu'on va évidemment retrouver dans sa musique, dans un passage de cette rhapsodie, où on va avoir cette légèreté, ce côté très amusé qu'on trouvait dans la vie parisienne. Voilà pour ce côté très léger, très amusant, très festif de Paris qu'on retrouve chez Debussy. Debussy qui va dans cette pièce jongler un peu avec ces deux éléments, tantôt travailler sa mélodie, tantôt nous mettre quelques réminiscences de ces passages pleins de légèreté. On démarre notre voyage après le départ de Paris et on va faire un petit crochet par le sud, un petit crochet par l'Espagne avant de partir vers l'est. L'Espagne avec Manuel de Falla, compositeur espagnol qui fait partie de ces compositeurs qui au tournant du XXe siècle vont eux aussi remettre à l'honneur la musique traditionnelle de leur pays. Pendant longtemps, l'Espagne a été un pays de musique, mais un pays dans lequel on écrivait de la musique
européenne dans laquelle on n'introduisait aucun des éléments de la musique traditionnelle. De Falla va utiliser cette musique traditionnelle qu'il va aller écouter dans les campagnes et en premier lieu évidemment le flamenco, et on va retrouver dans les pièces que vont jouer les deux artistes qui sont une transcription des pièces populaires espagnoles composée à l'origine pour la voix, mais retranscrite pour clarinette et piano. On va retrouver évidemment, comme son nom l'indique, ces pièces populaires, ces chants populaires, alors caractéristiques par le rythme la plupart du temps, dans l'accompagnement comme au début. Typiquement qui plante le décor, et évidemment après ça on s'imagine déjà un guitariste jouant ça, un guitariste flamenco. On a envie après ça d'avoir et une danseuse et une chanteuse de flamenco avec une mélodie tout à fait caractéristique aussi. Et reprise de la formule d'accompagnement et du rythme caractéristique. Et Manuel de Falla va, tout au long de ses pièces populaires espagnoles, eh bien, jongler avec cette musique populaire qu'il a connue, qu'il a jouée, qu'il a collectée. Et donc, il fait ici un recueil qui, normalement, comporte 7 pièces, mais ils en joueront 4 dans ce concert. Après ce petit détour par le sud et par l'Espagne, eh bien, on va prendre la direction de l'Est et du Nord pour remonter vers l'Allemagne. L'Allemagne, grand pays de musique depuis toujours, et l'Allemagne et Robert Schumann, compositeur romantique, compositeur du 19e, et qui écrit une magnifique pièce pour clarinette et piano. Et on va retrouver tout de suite dans les phrases de Schumann eh bien, quelque chose d'assez particulier de la musique allemande, et on va voir que ça va être assez différent. Tu pourrais nous rejouer la mélodie de Debussy, s'il te plaît, Pierre ? Voilà, ça c'est la mélodie française qu'on a entendue tout à l'heure. Si on compare la mélodie allemande de Schumann, voilà la différence. On sent tout de suite quelque chose de plus mouvant, de moins calme, de plus passionné. Et ça vient de la façon d'écrire les notes. Debussy, et souvent dans les musiques françaises, elle se situe sur ce qu'on appelle un ambitus, c'est-à-dire l'espace qui existe entre la note la plus grave et la note la plus haute qui sont jouées, qui est relativement réduit. Chez Schumann, on a un ambitus qui est beaucoup plus important. Et surtout, on a de grands sauts entre les intervalles. Chez Debussy, la mélodie était en fait toute comprise entre un espace relativement réduit. Chez Schumann, tu ne rejoues la mélodie, vous allez voir qu'il y a des moments, ça s'envole un petit peu, rien qu'au début, avec l'accompagnement. Et on s'échappe. Et ça va remonter à l'aigu. C'est tout ce mouvement qui est... Voilà. Voilà, c'est tout ce mouvement qui est compris dans la mélodie. Tu peux nous jouer les 4 dernières notes, là. Voilà, qui est très caractéristique de mélodie qu'on trouve en Allemagne et qui donne ce côté passionné, beaucoup plus mouvant. L'Allemagne, c'est également le pays du romantisme. Hein. C'est Goethe qui invente, entre guillemets, le romantisme en littérature, qu'on va tout de suite retrouver dans la musique, notamment chez Schumann, un siècle après, et qu'on
qui a cette caractéristique de quelque chose de très exacerbé. Le romantisme, c'est un état dans lequel on est à la fois très exalté, mais on est aussi extrêmement triste, on passe de l'un à l'autre très rapidement, et il y a ce côté très véhément, très exalté, et qui est mis, qu'on retrouve beaucoup dans la musique allemande, et particulièrement chez Schumann, par un petit vocable en allemand qui est mis sur la partition et qu'on retrouve souvent, c'est mit Feuer, c'est-à-dire avec feu, avec vraiment beaucoup de flammes, c'est-à-dire très enflammé, de la musique qui va vite, qui a beaucoup de mouvements, avec des mélodies qui vont vers l'aigu et qui redescendent, énormément de mouvements. Voilà, on a tout ce jeu avec Schumann et ses mélodies qui nous montre qu'on est finalement assez loin des mélodies qu'on trouvait tout à l'heure chez Debussy, qui étaient à la fois au début beaucoup plus douces, plus intimistes, plus discrètes, et puis quand il s'agissait de s'amuser, qui étaient très légères. Ici, c'est pas tant la légèreté qu'on cherche que la force, vraiment. Et qui est assez particulier à ces compositeurs allemands qu'on retrouvera chez Schumann, qu'on retrouvera chez Brahms également. On va quitter l'Allemagne pour continuer notre voyage et arriver bien plus à l'est, ici, dans une région qui a été soumise à de multiples influences, qui a été soumise à de nombreux changements, qui est cette région d'Europe centrale qui s'appelle la Transylvanie. Région à cheval entre la Roumanie, la Hongrie et l'ex-empire austro-hongrois. Le compositeur qu'on va voir maintenant, c'est Béla Bartók, compositeur hongrois, mais qui est né en Transylvanie. Oui, en Transylvanie, et dans un village qui est devenu, après la Première Guerre mondiale, un village en Roumanie, en fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est en Roumanie. Absolument. Ça voilà. s'appelait en hongrois Nagy Szent Miklós, et en roumain, ça donne Nicolau Mare. D'accord. Alors voilà ce Béla Bartók, qui naît donc dans une région frontalière, qui est estampillé compositeur hongrois, qui va faire des études à Budapest, et surtout qui va énormément s'intéresser à la musique traditionnelle de son pays. Alors lui, il va faire une démarche scientifique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la démarche qu'avaient les compositeurs par rapport à la musique traditionnelle de leur pays, c'était d'utiliser des mélodies qu'on connaissait, et qui avaient été, dont on se souvenait parce que transmises de génération en génération. Béla Bartók, lui, va aller dans les campagnes avec un des premiers phonographes qui existaient et sur lequel on pouvait enregistrer, et il va aller enregistrer des gens qui chantent, des paysans du début du XXe siècle, qui chantent des mélodies lors de fêtes, de mariages et ainsi de suite, et il va collecter, il va les écrire et il va en faire des partitions de musique dite savante, c'est-à-dire de musique écrite et orchestrée et instrumentée. Et donc, il écrit une pièce qu'il intitule « Danse populaire roumaine ». C'est donc bien des danses qui sont des danses roumaines, oui, et qu'il a en fait collectées dans des villages. D'ailleurs, il nous indique chaque village où il a collecté ces pièces-là. L'œuvre est écrite pour piano à l'origine, et transcrite pour clarinette et piano, pour violoncelle et piano, pour beaucoup de choses. Elle a eu tellement de succès, cette pièce, qu'elle a été transcrite dans beaucoup de formations, et il y était tout à fait... Même pour orchestre à cordes. Même pour orchestre à cordes, exactement. Et il n'y était pas du tout hostile, d'ailleurs. Alors, c'est une succession de danses traditionnelles, donc roumaines. La première, danse du bâton, en hongrois, en roumain, ça s'appelle Jocul cu bâta. Donc la danse du bâton, et qui a été donc dans quel village? Voiniceni, dans la région de Mureș-Turda. D'accord. Alors, on va retrouver un côté très paysan, très bien ancré dans la terre, avec une danse qui n'est pas très rapide, et on va retrouver tout de suite cet ancrage à la terre dès les tout premiers accords qui commencent la danse.
toutes les danses sont vraiment des danses typiques, c'est-à-dire ce n'est pas du folklore réécrit, recomposé, c'est bien des danses qui ont existé, qui ont été transmises de génération en génération oralement. On va prendre un autre exemple dans ces danses roumaines qui est la cinquième. Alors, il y a une particularité dans les peuples d'Europe centrale, c'est qu'au niveau de la musique, il y a eu beaucoup d'influences. De par le carrefour géographique, fait que beaucoup de peuples sont passés par là et qu'il y avait des peuples nomades, qui étaient les Tziganes, et qui ont subi ces influences. Et on a eu un savant mélange de cultures qui ont donné lieu notamment à des choses très riches au niveau du rythme, de la rythmique. Ici, dans cette danse, justement, tu nous rappelles cette danse, celle-ci, où est-ce qu'elle a été... C'est à Beiuș, dans la région de Bihor, et ça s'appelle Poarga românească. Une sorte de polka roumaine. Oui, donc intraduisible. Vraiment roumain. Voilà. Voilà. Alors la particularité de cette polka roumaine, entre guillemets, c'est le jeu du temps et du contre-temps. En musique, vous avez un appui et puis un temps levé, toujours. Alors, cette musique, elle est en fait, tout son sens vient du fait qu'on va accentuer non pas le temps, mais ce qui est à côté du temps. Si je demandais à Dana de nous jouer ce qui est écrit comme si ça avait été composé par un Français, elle le jouerait comme ça. Sauf que l'accentuation, c'est-à-dire on va lui demander de jouer plus fort sur certains endroits. Et là, ça change tout puisque l'accentuation est complètement décalée. Ce qui donne tout l'intérêt justement à cette musique et ce côté avec l'accent décalé. Bartók, dans ses danses roumaines, va faire une suite de 6 danses. On y trouvera des choses très rythmiques. Les dernières, justement, vont s'enchaîner. 3 danses très rapides, mais on aura aussi une danse très chantée au milieu. Ça, c'est du folklore roumain. On pourrait dire que c'est du folklore paysan. Absolument. Voilà. Mais on va terminer notre voyage en poussant jusque dans cette merveilleuse ville de Bucarest, d'où est originaire notre pianiste Dana Ciocarli, et pour arriver avec un autre compositeur qui est George Enescu. Nous voici donc à Bucarest, cette grande ville de Roumanie, capitale de la Roumanie, avec un compositeur qui s'appelle George Enescu, qui est un compositeur de la fin du 19e et début 20e, et qui va lui aussi s'attacher à donner les lettres de noblesse de la musique traditionnelle de son pays, un peu comme l'a fait Béla Bartók. Alors, Enescu est un personnage particulier, très grand musicien, qui jouait aussi bien du piano que du violon, qui était un grand chef d'orchestre, très grand compositeur, et qui est, on pourrait dire, il était presque autant français que roumain. Il a vécu à Paris, il a adoré Paris, et il est enterré à Paris. Il est enterré à Paris. Et il a participé à la vie musicale parisienne. On peut dire que pour notre voyage, la boucle est bouclée justement avec Enescu. Enescu, pour magnifier la musique de son pays, a écrit une pièce qu'il a intitulée Rhapsodie roumaine, qui est écrite pour orchestre, mais dont il a lui-même fait une transcription pour piano. Et cette Rhapsodie roumaine, à la différence de Bartók, qui était un petit peu du folklore paysan, ici on a du folklore urbain. C'est des danses qu'on trouve en ville, en quelque sorte. C'était les tubes de l'époque que jouaient les fanfares et les tarafes de gitans et de musiciens ambulants dans les rues. C'est ça. Et donc, dans cette rhapsodie roumaine, alors rhapsodie, c'est un terme qui est souvent utilisé pour désigner des pièces qui ont une forme assez libre. On y fait à peu près ce qu'on veut, on agence le matériau thématique un peu comme on veut. Et donc, lui, il va faire un petit peu comme si c'était une sorte d'album qu'on feuillette, d'albums de différentes danses et chants qu'on trouvait à cette époque-là. Alors,
quelques petits exemples qu'on trouvera au milieu de cet album. Le premier, c'est... Am un leu și vreau să-l beau. C'est-à-dire... Traduction livre, j'ai un euro et je veux le boire. Autre exemple. Voilà, plus léger, plus dansant, un autre caractère, mais des fois des choses avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. Voilà, ici on a beaucoup de force, on a vraiment quelque chose qu'on trouve qui est caractéristique aussi dans ces danses urbaines qu'on trouvait à Bucarest. Et puis, il y a un élément essentiel dans cette rhapsodie roumaine qui est un élément qu'on trouve dans la musique populaire, notamment tzigane, c'est l'alouette. L'alouette, c'est un petit oiseau que tout le monde connaît, et l'alouette, ça se dit comment en roumain? Ciocârlie. Voilà, elle s'appelle donc Dana Alouette. Et dans la musique traditionnelle d'Europe centrale de cette époque-là, dans les ensembles tziganes, il y a une tradition, c'est qu'on essaye d'imiter le cri de l'alouette en jouant dans la musique. Donc il y a la mélodie proprement dite qui fait... Il y a une sorte de point d'orgue. Et on improvise. Et on improvise tout ce qui peut imiter le cri de l'alouette. Voilà. Et ça, c'est... Le violon. Normalement, c'est fait au violon, effectivement, mais c'est traditionnel dans tous les ensembles de musique tzigane. Ça, on fait ça, en Roumanie, en tout cas. Tout le monde se tait, toute la partie rythmique, toute la partie... On diminue et hop, ça s'arrête carrément. Voilà. Ça peut durer 2 minutes comme ça peut durer 10 minutes. Voilà. Selon Est-ce que dans la rhapsodie d'Enesco, on trouve cette partie improvisée? Très peu. Il y a cette partie-là qui sert aussi de transition. Voilà, et ça revient à la danse de tout à l'heure. Voilà. Oui. Et en tout cas, il inclut dans sa rhapsodie roumaine cet élément essentiel de la musique populaire roumaine. Nous voilà arrivés à notre destination finale à Bucarest. Vous allez donc entendre dans ce concert Debussy, De Falla, Schumann, Bartók, Enesco. Et puis, pour terminer, 2 pièces traditionnelles. Alors là, il ne s'agit pas de compositeurs qui ont utilisé des danses existantes ou qui ont composé de la musique. C'est bien de la musique traditionnelle qui a simplement été arrangée pour clarinette et piano. Une danse bulgare. Qui s'appelle Gankino Horo. Et qui veut dire? La Hora de Gankino. D'accord. Et une pièce traditionnelle roumaine. Sârba lui Nuțu, ça veut dire la danse de Nuțu. Voilà. Eh bien, écoutez, bon voyage en musique.